Juste après notre mariage, mon mari m'a giflé violemment pour ne pas avoir préparé le petit déjeuner de sa sœur, qui adore faire la grasse matinée. J'ai renversé la table et j'ai prononcé une seule phrase, laissant tout le monde muet de stupeur. Parce que je n'avais pas préparé un petit déjeuner chaud séparé pour ma belle-sœur, Hélène, qui avait fait la grasse matinée le tout premier jour après notre mariage, mon mari m'a giflé juste devant toute sa famille. Ma belle-mère, Brigitte Duval, était assise complètement immobile, comme si ce qui se passait ne la concernait pas le moins du monde. Mon beau-père, François, gardait la tête baissée et avalait silencieusement ses œufs, sans même prendre la peine de me regarder. À cet instant précis, j'ai clairement compris que ces gens pensaient pouvoir s'en tirer avec n'importe quoi. Ils croyaient qu'en tant que belle-fille ravissante, je devais avaler cette gifle et endurer cette injustice. Mais 5 secondes plus tard, j'ai brusquement levé les mains et renversé la table du petit déjeuner entièrement dressée. Les assiettes en porcelaine se sont brisées en 1000 morceaux avec un fracas assourdissant. Dans le silence de mort qui a suivi, je n'ai prononcé qu'une seule phrase, et l'air du salon s'est instantanément figé. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire nous disant de quel département ou pays vous écoutez. Nous adorons toujours entendre vos histoires. Maintenant, commençons. Mon Thibaut a des qualités incroyables, n'est-ce pas? Honnêtement, le fait que cette fille ait réussi à se marier dans notre famille n'est que sa propre chance. À l'intérieur de la somptueuse salle de banquet de l'hôtel Le Bristol au cœur de Paris, ma belle-mère, Brigitte Duval, était assise majestueusement à la table d'honneur pour les invités VIP. Elle portait une superbe robe de soirée couleur prune foncé qui épousait parfaitement sa posture droite et rigide. Elle n'a pas jeté un seul regard à sa nouvelle belle-fille, qui était occupée à verser du champagne pour les invités. Au lieu de cela, Brigitte gardait ses yeux rivés sur son fils, qui se tenait à quelques pas, conversant charmant avec les parents plus âgés. Les membres de la famille assis à proximité hochaient la tête en signe d'accord et ricanaient doucement. Quelqu'un a bu une gorgée de sa flûte en cristal et a habilement changé de sujet. Chloé se tenait à quelques mètres de la table ronde. Dans sa main se trouvait une tasse de café noir intacte. Même si la voix de Brigitte n'était pas forte, ses mots coupaient clairement à travers le tintement des verres et les bavardages, atterrissant directement dans les oreilles de Chloé. Elle a baissé les yeux sur la tasse qu'elle tenait. Le lustre massif en cristal suspendu au plafond de la salle de bal se reflétait faiblement sur la surface sombre du café. Chloé n'a pas fait de bruit ni changé de posture. À ce moment-là, son mari Thibaut s'est approché d'elle. De minuscules perles de sueur s'étaient formées sur son front sous ses cheveux parfaitement coiffés. Il était beau dans son smoking noir sur mesure. Il a naturellement passé un bras autour des épaules de Chloé, s'est penché et lui a demandé si elle était épuisée. Il a promis qu'il n'avait que quelques tables de plus à saluer et qu'ensuite tout serait fini. Sa voix était incroyablement tendre. Son nœud papillon était impeccablement placé sur son col, et ses manchettes de chemise étaient immaculées. Pendant les 2 ans où ils s'étaient fréquentés, il avait toujours été comme ça. Il arrivait toujours 10 minutes en avance à leur rendez-vous. Au restaurant, il se souvenait toujours de dire au serveur qu'elle ne supportait pas la coriandre. Chaque fois qu'elle travaillait tard le soir à la pharmacie, il l'attendait dans sa voiture sous le lampadaire, assis tranquillement au volant. Chloé a secoué la tête et lui a assuré qu'elle n'était pas fatiguée. La cérémonie de mariage élaborée et épuisante s'est finalement terminée vers 15 heures. Alors que plus de la moitié des invités commençaient à partir, le personnel de restauration a commencé à débarrasser les tables le long des bords de la salle. Chloé est entrée dans la suite nuptiale, a enlevé sa lourde robe de mariée qui lui serrait la poitrine et a enfilé une simple robe d'été beige. Le verrou a cliqué, et Brigitte est entrée dans la pièce. Elle avait déjà troqué sa robe de soirée contre un tailleur pantalon strict gris foncé et tenait un sac à main en cuir. Thibaut est entré juste derrière elle. Brigitte s'est arrêtée au milieu de la pièce. Sans intention de s'asseoir, elle a fixé Chloé du regard. Elle a exigé que le petit déjeuner soit prêt à 6 heures précises chez eux à la Courneuve. Sa voix était froide, brève et ne laissait aucune place à la discussion. Elle a déclaré que puisque Chloé faisait maintenant partie de la famille, elle devait préparer le petit déjeuner du premier matin de ses propres mains, car c'était leur tradition. Les doigts de Chloé, qui boutonnaient sa manche, se sont figés. Elle a levé les yeux vers l'horloge murale. Demain serait leur tout premier jour en tant que mari et femme. Chloé a tranquillement accepté et a promis d'être là à l'heure. Brigitte n'a pas dit un mot de plus. Elle s'est juste retournée et est sortie de la pièce.
Un silence de mort a rempli la voiture sur le chemin du retour. Thibaut conduisait son SUV de luxe et Chloé était assise sur le siège passager. Le coucher de soleil se reflétait comme un feu écarlate sur la scène à l'extérieur de la fenêtre. Chloé a fixé les arbres qui défilaient et a demandé d'une voix très calme pourquoi sa mère parlait toujours si durement. Thibaut a tourné le volant alors qu'il s'engageait sur le pont. Il a tapoté la main de Chloé et a expliqué que sa mère n'avait l'air stricte qu'à l'extérieur, mais qu'elle avait un cœur tendre. Il a minimisé, disant qu'elle avait juste des valeurs traditionnelles à l'ancienne et que Chloé devrait juste faire ce qu'elle voulait cette fois-ci pour maintenir la paix. Chloé a regardé sa main où son mari venait de la toucher. Elle l'a lentement retirée et a appuyé sur le bouton de la vitre, laissant une petite fente. La brise fraîche de la rivière s'est engouffrée dans l'habitacle, emportant l'épaisse odeur du nettoyant pour siège en cuir. La voiture s'est garée en douceur dans le parking souterrain d'un tout nouvel immeuble de luxe dans le Marais. Ce pantouse coûtait 3,5 millions d'euros. Le mois dernier, le père de Chloé, Armand Dupont, avait viré cette somme colossale directement sur le compte du promoteur. Un seul nom était inscrit sur l'acte de vente, Chloé Dupont. La famille de Thibaut ne possédait qu'un appartement en briques de 40 ans en décrépitude à la Courneuve. Pourtant, il n'avait pas offert un seul centime pour le nouvel appartement. Lors du dîner de présentation des familles, Brigitte a immédiatement clairement fait savoir sa position. Elle a déclaré que son Thibaut serait le soutien de famille pour le reste de sa vie. Donc, la contribution de la mariée en fournissant le logement était une contribution parfaitement juste. Ce jour-là, le père de Chloé n'a pas discuté. Il a juste baissé la tête en silence et a fini son verre. À 22h, les lumières se sont éteintes dans la chambre principale des jeunes mariés. Quelques heures plus tard, perçant l'obscurité de l'aube, Chloé conduisait déjà sa voiture vers l'ancien appartement de ses beaux-parents à la Courneuve. Il ne faisait même pas encore jour. Une ampoule à détecteur de mouvement vacillait faiblement dans le couloir de l'immeuble, illuminant une vilaine pile de cartons dans le coin. Thibaut a ouvert la porte d'entrée avec un grand grincement. Le salon était plongé dans le noir, éclairé seulement par la lueur bleutée de l'écran de télévision. Brigitte était déjà assise au centre d'un vieux canapé usé dans un peignoir foncé, serrant fermement la télécommande. Sans même tourner la tête, elle a demandé si Chloé était arrivée. Chloé a tranquillement retiré ses chaussures et a posé son sac à main sur la console du couloir. Fixant l'écran de la télévision d'un air absent, sa belle-mère lui a demandé de trouver la grande poêle dans le deuxième placard et d'utiliser les pommes de terre, les oignons et les œufs du réfrigérateur. Chloé est entrée dans la petite cuisine. Tout était recouvert d'une couche collante de vieille graisse de cuisson. Elle a ouvert la porte du réfrigérateur et un souffle d'air froid et moisi lui a frappé le visage. Les étagères étaient remplies de récipients en plastique dépareillés et de sacs noirs remplis de contenus mystérieux. Tout en bas, dans le tiroir du bac à légumes, elle a trouvé un sac de pommes de terre à moitié vide, quelques poivrons mous et quelques œufs solitaires. Elle a scanné les ingrédients pendant exactement 3 secondes. Dans sa tête, tout comme pour trier des ordonnances à la pharmacie, une séquence précise d'actions s'est instantanément alignée. La poignée du robinet était rigide. Elle l'a forcé à s'ouvrir et de l'eau froide a violemment claqué contre la planche à découper. Peler les pommes de terre, couper les poivrons et les oignons en dés. Le seul son dans la cuisine silencieuse était le hachage rythmé et aigu de son couteau. Elle a jeté les pommes de terre dans la poêle chaude, les laissant grésiller et croustiller en galettes dorées, les remuant avec une cuillère en bois. Elle a fouetté les œufs et les a versés sur les légumes pour créer une grande poêlée copieuse pour le petit déjeuner. Elle a sorti quelques petites assiettes d'une étagère voisine et a portionné du bacon qu'elle avait trouvé au fond du réfrigérateur. À 6h20, une vieille table à manger grinçante était dressée au milieu du salon. Une poêle fumante de hachis parfumé pour le petit déjeuner trônait au centre, entourée d'assiettes. François est sorti de la chambre, vêtu d'un pyjama rayé et les cheveux en bataille. Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste affalé sur la chaise en bout de table, a rapidement scanné la nourriture et a immédiatement saisi sa fourchette. Brigitte a éteint la télévision et s'est lentement approchée, prenant le siège en face de son mari. Thibaut, qui venait de se laver le visage, est sorti de la salle de bain et s'est assis à côté de Chloé. Debout près de la table, Chloé a regardé le groupe. Il manquait une personne, sa belle-sœur, Hélène. Chloé a demandé à Brigitte s'il devait réveiller Hélène pour qu'elle puisse manger avec eux. Thibaut, piquant ses galettes de pommes de terre avec une fourchette, a mentionné avec désinvolture qu'Hélène avait passé toute la nuit à étudier pour ses examens universitaires et qu'il devait la laisser dormir.
Chloé a joint ses mains derrière son dos. Elle a noté qu'elle avait cuisiné assez pour 5 personnes, proposant de réchauffer une assiette pour Hélène quand elle se réveillerait. La fourchette de Brigitte s'est arrêtée net en plein air. Elle a lourdement levé ses paupières et a lancé un regard féroce et venimeux à Chloé par-dessus la poêle fumante. Sa voix était glaciale et manquait même d'une once d'hésitation lorsqu'elle a brusquement demandé si Chloé était complètement débile. Elle a sèchement déclaré qu'Hélène avait un estomac très sensible et que la nourriture réchauffée la rendait nauséeuse. Elle a ordonné à Chloé de retourner immédiatement au fourneau et de préparer un petit déjeuner frais et chaud dès qu'Hélène se réveillerait. Chloé a regardé droit dans les yeux froids de sa belle-mère. Elle a simplement énoncé une réalité factuelle. Si vous la réchauffez au micro-ondes, la nourriture sera tout aussi chaude que lorsqu'elle a été fraîchement cuisinée. Brigitte a claqué sa fourchette sur la table. L'ustensile en plastique bon marché a heurté la table avec un bruit sourd. Elle a traité Chloé d'arrogante, puis a lancé un regard de pur dégoût à Thibaut, en claquant la langue. Elle s'est moquée de son fils, lui demandant s'il était aveugle lorsqu'il avait choisi cette soi-disant femme. À ce moment-là, la jambe de Thibaut a tressailli violemment sous la table, donnant un coup de pied à Chloé au tibia de toutes ses forces. Chloé a fermé les yeux pour contenir la douleur perçante. Elle a regardé son mari assis à côté d'elle, ignorant complètement son regard. Thibaut gardait la tête baissée et fourrait avidement des œufs dans sa bouche. Chloé n'a pas dit un mot de plus. Elle s'est silencieusement assise. Le petit déjeuner étouffant s'est terminé en seulement 15 minutes. François, ayant raclé son assiette, l'a repoussé, s'est gratté le ventre, s'est levé et s'est retiré dans sa chambre. Brigitte a également laissé tomber sa cuillère et a immédiatement quitté la table. Chloé a commencé à nettoyer. Elle a raclé les restes dans un bol et a empilé les assiettes sales. Le bruit de l'eau qui coulait a de nouveau résonné de la cuisine. À ce moment-là, la poignée de la chambre adjacente a tourné. Hélène est sortie, vêtue d'un pantalon de pyjama ample. Elle a traversé le salon en se grattant la tête des deux mains. Elle a regardé tour à tour la table vide et débarrassée et le dos de Chloé qui faisait la vaisselle à l'évier. La voix d'Hélène était aiguë et teintée d'une irritation flagrante alors qu'elle se plaignait que personne ne lui avait gardé de petit déjeuner. Chloé a posé son éponge savonneuse et s'est brusquement retournée. Elle a dit à Hélène que la nourriture était dans le réfrigérateur et a proposé de la réchauffer au micro-ondes pour elle. Hélène a froncé les sourcils et a tordu ses lèvres en un rictus. Elle a demandé sarcastiquement si sa nouvelle belle-sœur avait sérieusement l'intention de lui donner des restes froids réchauffés au micro-ondes le tout premier jour du mariage. Avant qu'Hélène ne puisse même terminer sa tirade, Brigitte, qui se prélassait sur le canapé, a tourné la tête et a lancé un regard glacial à Chloé. En cette fraction de seconde, Thibaut, qui était penché sur le bord du canapé en fixant son smartphone, a bondi comme un animal sauvage. Il a sauté si agressivement que son téléphone a volé dans un coussin. Il a fait de grandes enjambées vers la cuisine. Chloé était juste en train de se retourner pour ouvrir le réfrigérateur. Thibaut s'est avancé dans l'espace personnel de Chloé. Sa respiration était lourde. Chloé l'a calmement regardé, même à la fraction de seconde exacte où sa grande paume a fendu l'air. Il n'y avait pas l'ombre d'une surprise dans ses yeux. Smack. Un craquement aigu et assourdissant a résonné dans la pièce. La tête de Chloé a basculé vers la gauche. Perdue d'équilibre, elle a trébuché d'un demi-pas en arrière et s'est écrasée contre la porte du placard de la cuisine. Thibaut a hurlé de toutes ses forces, exigeant de savoir si elle manquait de compétences de compréhension de base. Son rugissement a rebondi sur les murs de la cuisine exiguë. Il a demandé furieusement à qui diable elle pensait avoir affaire. L'air dans la maison s'est complètement figé. Dans le salon, le seul son était le tic-tac régulier de l'horloge murale. Brigitte, toujours assise sur le canapé, a gracieusement pris un verre sur la table d'appoint et a bu une gorgée d'eau en silence. Pas la moindre trace d'émotion n'a traversé son visage. Elle n'a même pas pris la peine de regarder dans leur direction. La porte de la chambre était entr'ouverte, et François se tenait dos à eux, bouclant calmement sa ceinture. Hélène, debout au bout du couloir, a retiré sa main de ses cheveux et s'est appuyée négligemment contre le chambranle de la porte. Elle a juste laissé échapper un sourire froid comme si elle regardait une émission de télé-réalité très divertissante. Chloé a retrouvé son équilibre. Elle a lentement levé sa main droite et l'a pressée contre sa joue gauche. Sa peau brûlait comme si elle avait été arrachée. Un sifflement aigu résonnait dans ses oreilles. Pas une seule larme n'a coulé sur son visage.
Ses yeux étaient aussi secs qu'un désert. Elle a fixé Thibaut, qui respirait lourdement devant elle. Sa poitrine se soulevait encore violemment, mais le regard dans ses yeux s'était installé dans le calme arrogant et théâtral d'un homme qui croyait avoir fait quelque chose d'héroïque et de nécessaire. Il attendait que Chloé baisse la tête et marmonne docilement des excuses pour valider son ego pathétique et patriarcal. Chloé l'a juste regardé droit dans les yeux. L'image d'une ordonnance médicale vierge a traversé son esprit. Tous ces détails soigneusement élaborés de leur douce romance de 2 ans, le parapluie incliné avec soin sur elle sous la pluie, l'attention délicate aux moindres détails, les sourires infiniment doux. En cette seconde exacte, cette fausse ordonnance a été déchirée en lambeaux, exposant les ingrédients véritablement toxiques cachés dessous. Il s'agissait de forcer la soumission, d'exiger une dépendance servile et de se battre pour la hiérarchie par une violence brutale. Ses paupières ont cligné lentement. Chloé s'est retournée et est sortie de la cuisine. Ses pas étaient solides et réguliers. Elle n'a pas regardé Thibaut, et elle n'a pas jeté un coup d'œil à Brigitte. Elle a marché directement vers la pathétique table à manger, toujours assise au milieu du salon. Elle s'est brusquement penchée et a agrippé les bords de la table des 2 mains. Le verre dans la main de Brigitte s'est arrêté juste à ses lèvres. Thibaut s'est retourné, fixant le dos de sa femme avec un étonnement absolu. Fléchissant les muscles de ses bras, Chloé a renversé la table d'un mouvement explosif massif. Au moment où les pieds de la table ont quitté le linoléum, les assiettes, les bols et la lourde poêle pleine de hachis froid ont défié la gravité et se sont envolés dans les airs. Crash! Tout s'est écrasé sur le sol. Les assiettes en porcelaine se sont brisées en des dizaines de morceaux déchiquetés. Des éclats blancs et tranchants ont volé jusqu'au bord du canapé. Le résidu graisseux des pommes de terre s'est instantanément étalé sur le sol, laissant une énorme et vilaine tache sur le tapis beige. Des morceaux d'œufs et de poivrons sont restés collés pathétiquement sur le linoléum. Le bruit était absolument assourdissant. Un bruit sourd a résonné de la chambre de François alors qu'il laissait tomber ce qu'il tenait. Hélène, qui se tenait les jambes croisées, a bondi comme un ressort. Sa mâchoire est pratiquement tombée. Brigitte a tressailli si violemment qu'elle a laissé tomber son verre, renversant de l'eau froide sur ses propres mains. Thibaut s'est figé sur place comme une statue de pierre. Ses yeux se sont écarquillés d'une terreur pure. Chloé se tenait au centre du désordre chaotique avec une expression impénétrable. Il n'y avait pas une goutte de panique. Les muscles de son visage étaient aussi détendus qu'ils l'avaient été 10 minutes plus tôt lorsqu'elle coupait des oignons. Elle a lentement tourné la tête, scannant les visages de tous les 3 un par un avant de fixer son regard sur Thibaut. Sa voix est tombée à un registre étonnamment bas, et sa diction était plus lente et beaucoup plus précise que d'habitude. Elle lui a calmement rappelé qu'elle avait acheté le Pantouse du Marais avec son propre argent. Elle a clairement déclaré que l'acte de vente ne portait que son nom. Les lèvres de Thibaut tremblaient violemment, mais il ne pouvait pas émettre le moindre son de sa gorge. Chloé l'a informé que le lendemain matin, elle soumettrait les documents pour résilier le contrat de gestion de copropriété et mettre la propriété en vente. Elle l'a regardé sans aucune chaleur humaine, exactement comme si elle supprimait un fichier corrompu qui avait dépassé sa limite de serveur. Elle lui a dit que lui et toute sa famille de déchets feraient mieux de faire leur valise demain et de retourner dans cette niche pour chiens en décomposition. Elle leur a dit avec moquerie de faire la grasse matinée aussi longtemps qu'ils le voulaient. Ayant terminé son discours, Chloé s'est retournée sans une once de regret et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Elle n'a même pas pris la peine de regarder son sac à main laissé sur la table du couloir. Elle a juste glissé ses pieds dans ses chaussures. Brigitte a finalement sorti de son choc, sautant du canapé et lui hurlant dessus. Le verre d'eau a roulé sur le tapis. Elle a crié, demandant à Chloé ce qu'elle diable faisait et si elle avait perdu la tête. Thibaut a essayé de faire un pas en avant, mais a marché en plein sur un tesson de porcelaine, se figeant sur place alors qu'il craquait sous sa chaussure. Chloé n'a pas regardé en arrière. Elle a appuyé fort sur la poignée de la porte, l'a ouverte d'un coup sec et est sortie calmement de cette décharge. La lourde porte métallique s'est refermée derrière elle avec un grand bang, coupant complètement le flot de jurons fous qui éclatait à l'intérieur. À cette heure, un vent glacial et mordant balayait les rues de la Courneuve. Chloé marchait lentement sur le trottoir vide. Quelques voitures clairsemées passaient avec une indifférence totale. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir et a levé la main, élant un taxi jaune. La voiture s'est arrêtée. Elle a ouvert la porte et s'est glissée sur le siège arrière. Elle a donné au chauffeur l'adresse du Marais d'une voix complètement morte et sans émotion.
Alors que le taxi accélérait en douceur, Chloé a sorti son téléphone de la poche de son manteau. L'écran s'est allumé, affichant des dizaines de messages non lus dans son groupe de discussion. Elle les a tous ignorés, a ouvert ses contacts et a appuyé sur le numéro épinglé en haut de la liste. Il n'a pas sonné 2 fois avant qu'une voix grave et baryton ne réponde à l'autre bout. « Oui, Chloé », a dit Armand Dupont. Sa voix était légèrement rauque, comme celle d'un homme qui venait d'être réveillé d'un profond sommeil. Il a immédiatement demandé ce qui s'était passé à cette heure indue. Chloé a fixé d'un air absent les panneaux de signalisation qui défilaient à l'extérieur. La douleur de la gifle s'était déjà enfoncée profondément sous sa peau, déclenchant une inflammation brûlante. En regardant son propre pâle reflet dans la vitre du taxi, elle a simplement dit « Papa, coupe le courant ». Ce furent les seuls mots qu'elle prononça. Un long silence glaçant a régné à l'autre bout de la ligne. Il n'y a eu ni halètement dramatique, ni interrogatoires inutiles. Armand Dupont a instantanément compris le poids massif derrière ces 4 mots. Après environ 10 secondes de silence complet, le bruissement de papier a résonné à travers le téléphone, suivi du claquement net de lunettes de lecture qui se dépliaient. La voix d'Armand est revenue 100 fois plus froide et plus robotique que lorsqu'il vérifiait des rapports financiers d'entreprise. Il lui a ordonné d'aller d'abord directement aux urgences de l'hôpital. Il lui a dit d'obtenir un rapport médical officiel du médecin traitant, complet avec une description détaillée et des photos haute résolution de la blessure. Il lui a ordonné de conserver toutes les reçus et de ne jeter aucun morceau de papier. Il a ensuite promis qu'il appellerait personnellement son agent immobilier et se rendrait immédiatement à l'agence. Chloé a fixé l'espace vide à l'extérieur de la fenêtre. Le soleil éclatant du matin frappait la vitre du taxi, l'aveuglant. Elle a murmuré un accord silencieux et a appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. Le taxi a freiné à l'entrée des urgences de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Chloé a payé la course avec sa carte et est entrée, légèrement chancelante. L'air de la salle d'attente était saturé d'un mélange nauséabond d'alcool à friction et de désinfectants industriels bon marché. La jeune femme à la réception a silencieusement glissé un formulaire d'admission médicale sur le comptoir sans même quitter son moniteur d'ordinateur des yeux. Chloé a pris un stylo et, dans la case « Motif de la visite », elle a écrit d'une écriture régulière et posée « Contusion des tissus mous du visage ». Le médecin traitant s'est avéré être une femme d'âge moyen à l'air épuisé. Ses doigts gantés de latex ont impitoyablement appuyé sur la pommette enflée de Chloé. Le médecin a sèchement demandé si la douleur était forte. Chloé a répondu que c'était tolérable, mais que le muscle était extrêmement tendu. Le médecin a dirigé une lumière d'examen brillante directement sur son visage et a inspecté de près la marque écarlate en forme de main comme si elle regardait à travers une loupe. Le médecin a simplement demandé si c'était dû à un coup de main. Chloé a dit oui. Sans poser une seule autre question, le médecin s'est tourné vers son ordinateur et a commencé à marteler le clavier. Une imprimante laser a bourdonné agressivement et a craché une feuille de papier. Chloé a pris le rapport médical, qui portait le tampon officiel rouge de l'hôpital, l'a glissé dans un dossier et est sorti. Un vieux distributeur automatique se tenait près d'une poubelle dans le couloir. Elle a laissé tomber quelques pièces et a acheté une bouteille d'eau froide. La bouteille en plastique transparent était recouverte d'une condensation glaciale. Elle a dévissé le bouchon, a bu une gorgée, puis a pressé le fond gelé de la bouteille contre sa joue brûlante. À 10 heures, Chloé se tenait devant la porte de son Penthouse dans le Marais. Elle a touché le pavé numérique et a nerveusement tapé le code maudit à 6 chiffres, l'anniversaire de Thibaut. Bip clic. Le verrou s'est désactivé. Elle a poussé la porte. Les chaussures de ville en cuir de Thibaut, qu'il avait négligemment retirées la veille, étaient éparpillées en désordre sur le sol de l'entrée. 2 verres de vin qu'ils avaient bu en regardant une série télévisée étaient posés sur la table basse du salon. Chloé a claqué la porte d'entrée, a arraché le couvercle en plastique du côté intérieur de la serrure connectée, a appuyé sur le bouton de réinitialisation et a tapé une toute nouvelle combinaison à 6 chiffres, l'anniversaire de son père. Le bip aigu du clavier a résonné dans le salon vide. Elle a appuyé sur la touche étoile, et le mécanisme interne a cliqué, finalisant le nouveau protocole de sécurité. Jetant son manteau sur le canapé, elle est allée directement dans son bureau à domicile, a démarré son ordinateur portable et a sorti un jeton de sécurité USB sécurisé de son portefeuille, le branchant dans le port. Lorsque son tableau de bord bancaire en ligne a finalement chargé, le solde de leur compte courant joint était affiché en chiffres massifs et gras à l'écran, 50 000 €. Selon leur contrat de mariage,
cet argent était censé être leur fonds d'urgence familial intouchable. En réalité, 45 000 € de ce total était l'argent de Chloé elle-même, économisé après 5 ans de quart de travail acharné à la pharmacie. Les 5 000 € pathétiques restants étaient ce que Thibault avait transféré 3 mois avant le mariage, agissant comme s'il lui rendait un énorme service. Chloé a violemment cliqué sur l'icône de virement de fonds. Dans le champ du bénéficiaire, elle a tapé le numéro de routage de son propre compte bancaire privé et séparé. Dans le champ du montant, elle a tapé le tout jusqu'au dernier centime, 50 000 €. Elle a tapé le code de confirmation de sécurité et a cliqué sur « Exécuter ». La page web s'est actualisée. Le solde actuel affiché sur le moniteur était de 0 €. Elle a retiré le jeton USB de l'ordinateur portable et a immédiatement composé le numéro de la ligne téléphonique premium du service client de sa banque. Lorsque l'agent a répondu, Chloé a confirmé son identité en tant que titulaire principal du compte. Elle a ordonné aux représentants de geler immédiatement toutes ses cartes de crédit se terminant par 7,20, les signalant comme perdues. Elle a souligné agressivement qu'il devait également bloquer toutes les cartes d'utilisateurs autorisées attachées au compte. Elle a exigé que cela soit fait instantanément afin que, où qu'il se trouve, dans un karaoké ou un bar, sa carte soit complètement refusée dès qu'il essaierait de payer. L'opérateur a rapidement vérifié son identité et a traité la demande. Exactement 3 secondes après avoir raccroché, un message texte automatisé est apparu sur son écran, confirmant que toutes les cartes de crédit principales et familiales autorisées avaient été désactivées avec succès en raison d'une perte. Ayant réglé la question de l'argent, Chloé est entrée dans la salle de bain principale. Elle a ouvert l'eau froide et s'est lavé le visage. Le miroir reflétait une jeune femme avec une grotesque échymose rouge foncé fleurissant sur sa joue gauche. Elle a pris quelques cotons et a délicatement séché sa peau. Après avoir enfilé une chemise en soie gris foncé élégante, elle a pris le dossier contenant ses dossiers hospitaliers et est repartie en ville. À 13 h, une porte en verre des polices est refermée derrière elle dans une salle de conférence haut de gamme située dans un prestigieux cabinet d'avocats du quartier financier de Paris. Assise directement en face d'elle se trouvait Justine Leroy, une amie plus âgée de l'université qui avait abandonné la faculté de pharmacie pour se réorienter vers le droit et qui était maintenant une avocate légendaire en divorce d'entreprise. Justine était assise les jambes croisées, examinant le rapport d'hôpital avec l'intensité de quelqu'un regardant à travers un microscope. Elle a fait remarquer que c'était une escalade folle pour des absurdités absolues. Elle a jeté le rapport médical dans le dossier et a bu une gorgée de son café glacé. Chloé a rencontré son regard avec une expression absolument stoïque, confirmant que cela s'était produit à 6h30 ce matin-là. Justine a hoché la tête, a ouvert son tiroir de bureau et a sorti une pile de documents juridiques vierges et impeccables, un accord de règlement matrimonial et de partage des biens. Justine a expliqué que le contrat d'achat du Pantouse du Marais était exclusivement au nom de Chloé et que les fonds avaient été virés directement du compte commercial de son père au promoteur. Elle a assuré à Chloé que cela était classé comme un bien propre prénuptial et que Thibault ne pouvait pas y toucher un seul centime. Comme le mariage avait duré moins de 24 heures, toute action en justice qu'il intenterait pour une pension alimentaire ou un partage des biens serait complètement rejetée par le tribunal. Jessica a tapoté la pointe de son stylo de luxe sur la table en acajou, soulignant que leur seul vrai problème était de trouver comment forcer ce salaud à traîner son cul arrogant au bureau et à signer les papiers du divorce. Chloé a demandé ce qui se passerait s'il refusait de signer. Les yeux de Jessica se sont rétrécis. Elle a déclaré que s'il refusait un divorce par consentement mutuel, ils iraient immédiatement au procès. Elle a pris le rapport médical, le qualifiant de leur atout majeur. La preuve de violence domestique était flagrante et indéniable. Elle a expliqué que si cela allait au tribunal, non seulement Thibault serait contraint de payer des dommages-intérêts punitifs massifs pour détresse émotionnelle et physique, mais qu'il déposerait simultanément des accusations de coups et blessures criminelles auprès de la police nationale. Jessica a souligné que sa famille vivait à La Courneuve depuis 20 ans et que Thibault occupait un emploi de bureau confortable dans une grande entreprise. Si des détectives commençaient à se présenter à son bureau ou à l'appartement de sa mère, son fragile ego ne pourrait pas supporter l'humiliation publique. Chloé a pris le stylo et a fermement signé son nom dans le coin inférieur droit du document. La pointe du stylo a rayé bruyamment et de manière décisive le papier épais. Jessica a glissé les documents signés dans son dossier, promettant d'accélérer tout. Elle a ajouté que le père de Chloé avait déjà parlé à l'agent immobilier. Le vendeur avait accepté de résilier le contrat d'achat de l'appartement et de virer l'argent, mais la bureaucratie prendrait environ 3 semaines. Chloé s'est levée sans la moindre hésitation.
Elle a regardé Jessica et lui a dit qu'elle voulait se débarrasser entièrement de tous ses déchets dans ces 3 semaines. Jessica a tapoté le dossier contre la table et a levé les yeux vers son amie. Elle a averti Chloé que Thibaut reviendrait probablement au Penthouse ce soir et lui a demandé si elle allait ouvrir la porte. Chloé a froidement répondu qu'elle avait déjà changé le code de la serrure connectée et qu'elle ne le laisserait pas entrer. À 19h30, des pas lourds ont résonné dans le couloir calme et moquetté de l'immeuble de luxe du Marais. Thibaut, tenant sa mallette en cuir, s'est approché de la porte d'entrée gris foncé. Par pure habitude, il a tapé sa date de naissance sur le clavier. Bip bip. Erreur. Un son d'avertissement court et dur a retenti. Thibaut a froncé les sourcils. Pensant qu'il avait juste mal tapé les chiffres. Il a lentement et soigneusement tapé les chiffres une deuxième fois. Bip. Erreur. Il s'est figé, fixant d'un air absent le panneau numérique. Le rétroéclairage bleu a disparu dans le noir. La panique s'est installée. Il a attrapé la lourde poignée de porte métallique et l'a tirée violemment, mais le peine dormant n'a pas bougé d'un pouce. Thibaut a claqué sa paume à plat contre la porte avec un grand coup. Un horrible boom résonnant a retenti dans le couloir. Il a hurlé le nom de Chloé, lui disant d'arrêter de bouder et d'ouvrir la porte. Pas un seul son n'a filtré de l'intérieur de l'appartement. Thibaut a sorti son téléphone de sa poche et a composé le numéro de Chloé. Après 5 sonneries d'une longueur insupportable, l'appel s'est brusquement déconnecté. Il a rappelé, mais cette fois, une voix robotique et automatisée l'a informé que l'abonné n'était pas disponible. Elle avait bloqué son numéro. La respiration de Thibaut s'est coupée. Il a reculé d'un pas et a fixé impuissant la porte en acier froid. Ce matin-là, dans la cuisine, juste après avoir porté cette gifle cinglante, il était absolument convaincu d'avoir réussi à établir la hiérarchie dans son foyer et à prouver sa domination masculine à sa mère. Lors de son trajet en métro pour aller au travail, il avait même envoyé un message narquois à Brigitte, promettant qu'il ramasserait des fruits chers sur le chemin du retour pour apaiser sa femme. Il croyait sincèrement que s'il l'ignorait juste une journée, elle se calmerait et reviendrait en rampant pour s'excuser. Mais son cerveau primitif et arrogant ne pouvait absolument pas prévoir qu'elle le bloquerait complètement hors de l'appartement. Dans un accès de rage aveugle, il a donné 2 coups de pied à la porte. Il lui a hurlé d'arrêter de jouer les victimes et a exigé qu'elle ouvre immédiatement, la prévenant que les voisins pouvaient tout entendre. À cet instant précis, la porte d'en face s'est entr'ouverte. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un débardeur blanc, a passé la tête et l'a fixé avec un dégoût absolu, lui demandant ce qu'il faisait à faire une scène en pleine nuit. Thibaut a tressailli, laissant rapidement tomber sa main, et a fait une révérence incroyablement maladroite et soumise. Il a balbutié des excuses pathétiques, affirmant que sa serrure connectée avait un problème. Le voisin a claqué la langue, a ricané de dégoût et a claqué sa porte. Thibaut est resté là, complètement ahuri. Une vague de honte écœurante lui est montée à la gorge. Par pure frustration, il a donné un coup de pied au mur du couloir et, baissant la tête, s'est traîné vers l'ascenseur. À l'intérieur de l'appartement, Chloé était assise sur le canapé du salon, les jambes croisées. Les lumières étaient complètement éteintes. La seule illumination provenait du petit écran de l'interphone de sécurité, brillant de 1000 feux à côté de la télévision massive, diffusant un flux en direct d'une clarté cristalline depuis la caméra du couloir. Elle avait regardé tout ce spectacle pathétique, comment Thibaut s'était humilié en s'inclinant devant le voisin, comment il avait donné des coups de pied au mur dans une rage impuissante, et comment il s'était glissé vers l'ascenseur comme un chien battu. Son rythme cardiaque était parfaitement stable et calme. Elle ne ressentait absolument aucune peur de sa violence. Elle ne ressentait pas non plus de joie tordue dans sa vengeance. L'homme sur cet écran lui semblait un parfait étranger, comme s'il existait sur une planète entièrement différente. Ce gentleman soi-disant fiable qui a passé 2 ans à l'attendre sous les réverbères. Et cette créature pathétique qui donnait des coups de pied à la porte ne pouvait tout simplement pas être la même personne. Chloé a marché pieds nus sur le tapis moelleux. Elle s'est penchée et a arraché le cordon d'alimentation du moniteur de l'interphone directement de la prise murale. Le salon a instantanément replongé dans un silence et une obscurité absolue, profondément agréable. Le lendemain à 9h, dans l'appartement moisi de la Courneuve, Thibaut s'était finalement traîné jusqu'à cette misérable décharge et avait passé une nuit agitée et angoissante, se tournant et se retournant sur le canapé affaissé du salon. Brigitte est sortie de la cuisine tenant un verre d'eau. Elle a regardé la chemise de son fils, froissée, avec un dégoût pur.
Elle a claqué le verre sur la table basse, hurlant que le serpent l'avait réellement enfermé dehors et avait jeté son propre mari à la rue. Elle a juré, demandant quel genre de femme impitoyable il avait traîné dans leur famille. Une fille qui osait renverser une table devant sa belle-mère le premier jour. Thibaut s'est frotté le visage et a supplié sa mère d'arrêter de crier. Brigitte a jeté un tablier taché de graisse sur le sol. Elle a annoncé agressivement qu'elle irait elle-même voir si Chloé oserait lui fermer la porte, à elle, sa propre belle-mère. À 10h15, après avoir changé de métro 2 fois et voyagé dans des wagons bondés et moites, Brigitte se tenait farouchement devant la coûteuse porte gris foncé du Marais. Elle a sonné à la porte. Silence. Elle a appuyé à nouveau, cette fois en gardant son doigt sur le bouton pendant 3 secondes complètes. Pas un seul son n'est venu de l'intérieur. La rage bouillonnait dans la poitrine de Brigitte. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à frapper à la lourde porte à 2 poings. Elle a hurlé dans le couloir vide de l'immeuble de luxe, ordonnant à sa belle-fille d'ouvrir immédiatement, criant qu'elle savait que Chloé se cachait là comme un rat. Elle a crié à propos du respect, exigeant de savoir comment Chloé osait ignorer sa belle-mère, hurlant que changer un code de serrure ne la sauverait pas. Elle a frappé à cette porte pendant près de 10 minutes. Ses paumes étaient enflées, rouges et douloureuses. Un concierge de l'immeuble poussant un chariot de nettoyage est passé, l'a regardée comme une singe démente dans un zoo et a continué son chemin. Brigitte a soudainement senti la honte profonde inonder son visage. Elle a lancé un regard vicieux au concierge qui s'éloignait, a baissé la tête et s'est retirée vers l'ascenseur. Elle est restée dans le hall pendant près de 40 minutes, bouillonnante de colère toxique, mais la porte ne s'est jamais ouverte. Finalement, la réalité a percé son crâne épais et arrogant. Cette fille qui avait docilement coupé des oignons hier était cette fois-ci complètement sérieuse. Avec des doigts tremblants, elle a ouvert son téléphone et a enregistré un mémo vocal frénétique pour Thibaut. Elle a hurlé que sa femme était complètement folle et refusait d'ouvrir la porte. Elle lui a ordonné de réparer cela immédiatement, affirmant qu'il ne pouvait pas laisser un appartement de plusieurs millions d'euros vide. À cet instant précis, dans un Starbucks animé du centre de Paris, Thibaut faisait la queue avec ses collègues après une réunion marketing matinale. Il a commandé avec assurance 4 americanos glacés et 2 lattes, tendant élégamment sa carte de crédit VIP noire au barista. La caissière l'a passé dans le terminal de point de vente. L'écran a instantanément affiché un message d'erreur rouge vif. Le barista lui a souri d'un air désolé et lui a dit que sa carte était refusée. Thibaut a laissé échapper un ricanement agacé et arrogant. Il a proclamé à haute voix que c'était forcément une erreur car sa limite de crédit dépassait largement les 50 000 euros. Il a dit à la caissière que sa machine était probablement en panne et lui a dit de la repasser. La caissière l'a passée sur un deuxième terminal. Exactement la même erreur rouge est apparue. Elle a baissé la voix et a expliqué que ce n'était pas un problème de limite. Le système bancaire avait définitivement signalé la carte comme perdue ou volée. Les collègues derrière lui ont commencé à chuchoter entre eux. Thibaut a senti son visage s'enflammer de honte brûlante. Il a frénétiquement fouillé dans sa veste de costume, a sorti une carte de débit basique avec à peine des fonds dessus, et l'a maladroitement remise pour couvrir les cafés. Après s'être précipité hors du café, Thibaut a renvoyé ses collègues au bureau pendant qu'il se cachait dans une allée désignée pour fumer. Le cœur battant contre ses côtes, il a composé le numéro du service client VIP imprimé au dos de sa carte noire. Il a désespérément demandé à l'agent de vérifier le statut de la carte se terminant par 8,831. L'opérateur a tapé sur un clavier et 3 secondes plus tard a répondu d'un ton mort et robotique. L'agent a expliqué que sa carte était strictement une carte d'utilisateur autorisée. Elle a déclaré qu'hier à 10h, la titulaire principale du compte, Chloé Dupont, avait initié un gel total de toutes les cartes via l'application mobile en raison d'un vol. La cigarette non allumée entre les doigts de Thibaut s'est cassée en deux. Des flocons de tabac sont tombés sur ses chaussures en cuir poli. Il a perdu la tête, hurlant au téléphone que c'était un compte familial joint et exigeant de savoir s'il plaisantait. L'agent est resté complètement imperturbable, s'excusant, mais affirmant fermement que dans leur système juridique, la seule propriétaire du compte était Chloé Dupont. En tant que simple utilisateur autorisé, il n'avait absolument aucune autorité pour la débloquer. Thibaut a dû utiliser toutes ses forces de self-control pour ne pas écraser son iPhone contre le mur de briques. Il a raccroché. Un frisson glacé et terrifiant lui a parcouru le dos. Il a frénétiquement ouvert son application bancaire mobile et a accédé au compte courant joint,
le même compte exact où il avait si fièrement transféré ses pathétiques 5 000 € il y a quelques mois. Solde total, 0 €. L'historique des transactions montrait clairement qu'hier matin, chaque centime avait été viré électroniquement vers un compte externe non reconnaissable dans une banque complètement différente. Il a lentement glissé le long du mur de briques sales de l'allée jusqu'à ce qu'il touche le trottoir. Ce n'est qu'à ce moment suffocant et terrifiant que la réalité glaçante de son mariage éphémère lui a vraiment sauté aux yeux. Au cours de leurs 2 ans de relation, Chloé n'avait jamais fait grand cas de l'argent. Elle payait avec désinvolture l'addition dans les steakhouse haut de gamme, et lorsque le sujet d'acheter une maison dans le Marais est apparu, elle l'a balayé d'un simple « mon père s'en occupera ». Aveuglé par son propre ego démesuré, Thibaut avait accepté tout cela comme son droit naturel. Croyant sincèrement qu'il était un homme alpha très réussi qui avait légitimement gagné sa place dans la société d'élite. Mais cette fichue carte de crédit était la bouée de sauvetage ultime pour toute sa famille à La Courneuve. Brigitte l'utilisait pour acheter des produits d'épicerie fine bio chaque semaine. Sa jeune sœur, Hélène, l'utilisait pour payer ses cours de préparation au concours ridiculement chers. Chaque luxe qu'ils appréciaient était directement financé par ce morceau de plastique maintenant gelé. Thibaut a jeté sa cigarette cassée sur le béton et l'a piétinée violemment. Il a composé le numéro de sa mère. Lorsque Brigitte a répondu, la voix de Thibaut était aussi sèche et rauque que du papier de verre. Il lui a dit qu'ils avaient une catastrophe. Brigitte était juste en train d'ouvrir la porte de leur appartement à La Courneuve et a demandé avec empressement si Chloé avait enfin ouvert la porte. Thibaut a hurlé que cela n'avait rien à voir avec la porte. Il a dit à sa mère que Chloé avait bloqué toutes les cartes de crédit, y compris celles qu'ils utilisaient pour toutes leurs dépenses quotidiennes. Le pied de Brigitte s'est arrêté en plein air. Elle a demandé avec confusion de quoi il parlait, supposant qu'il parlait de la carte de débit liée à son compte de salaire. Thibaut a hurlé de désespoir absolu, expliquant que la carte de crédit avait toujours été au nom de Chloé. Il a hurlé que sa femme folle n'avait pas seulement bloqué les cartes, elle avait vidé leur compte courant joint jusqu'à 0. Brigitte s'est figée dans l'embrasure de la porte comme une gargouille. Elle a balbutié, demandant comment c'était possible que ce ne soit pas à son nom, insistant sur le fait qu'il était l'homme de la maison. Elle a exigé de savoir pourquoi Chloé avait le contrôle de tout l'argent. Thibaut a fermé les yeux dans une agonie totale et a supplié sa mère d'écouter. Il a révélé que l'acte de propriété du Pantouse du Marais était exclusivement au nom de Chloé également, et que son père avait payé les 3,5 millions d'euros en avance. Il a admis que si Chloé lançait une guerre financière maintenant, il se retrouverait complètement fauché sans une seule carte bancaire fonctionnelle à son nom. Un silence de mort a rayonné du haut-parleur du téléphone. À ce moment précis, la porte de la chambre s'est ouverte et Hélène est sortie tenant une facture de scolarité pour ses cours de préparation au concours. Elle a entendu le dernier cri désespéré de son frère. Toute couleur a instantanément disparu de son visage. Elle a paniqué, demandant à Brigitte ce que Thibaut voulait dire à propos de la carte bloquée, se plaignant de la façon dont elle était censée payer ses frais de scolarité avant la date limite de 15 heures ce jour-là. Brigitte a fixé sa fille de ses yeux vitreux et morts, complètement incapable de former un seul mot. Elle a lentement tourné la tête et a regardé la vilaine tache de graisse sur le linoléum du salon, l'endroit exact où Chloé avait renversé la table la veille. Ils avaient balayé la porcelaine brisée, mais la graisse brun foncé des galettes de pommes de terre avait définitivement taché l'ancien plancher comme une marque. Brigitte a ressenti un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce n'est que maintenant que cela a finalement pénétré son crâne épais et arrogant. Hier, cette fille audacieuse n'avait pas seulement jeté une poêle de pommes de terre sur le sol. Elle avait violemment brisé leur seule source de richesse, détruisant le seul levier de pouvoir qui permettait à leur famille pathétique et parasite de respirer. 2 semaines plus tard, l'air à l'intérieur de la salle de conférence vitrée du cabinet d'avocat de Justine Leroy, situé dans un gratte-ciel, était aussi froid qu'une morgue. Thibaut était affalé sur le bord de la longue table en acajou. De lourdes cernes pendaient sous ses yeux. Au cours des 2 dernières semaines angoissantes, il avait parcouru toute la ville pour retrouver Chloé. Le responsable de sa pharmacie lui avait dit qu'elle avait pris un congé inattendu d'1 mois. Le portier du gratte-ciel du Marais l'avait informé qu'elle avait emballé ses affaires les plus précieuses et était partie il y a plusieurs jours. Il avait même conduit jusqu'à la communauté fermée exclusive de Saint-Tropez où vivaient ses parents. Mais les gardes de sécurité privés avaient refusé de le laisser passer la barrière. Assise directement en face de lui, les jambes élégamment croisées, Justine Leroy observait sa misère avec un sourire amusé.
Justine a sorti une épaisse pile de documents juridiques de son dossier et les a glissés sur la table. Elle a froidement annoncé qu'il s'agissait du projet final de l'accord de règlement matrimonial. Sa voix manquait de toute trace d'empathie, sonnant exactement comme un percepteur de dette reprenant une voiture. Elle a déclaré que sa cliente ne cherchait pas de pension alimentaire ou de partage de ses biens personnels. Cependant, elle a souligné que le pantouse de 3,5 millions d'euros du Marais revenait entièrement à Chloé. Elle a demandé à Thibault de prendre le stylo, de signer son nom et de renoncer légalement à toute future réclamation sur la propriété. Thibault a fixé l'épaisse pile de papier. Ses mains tremblaient sous la table. Il a demandé avec colère si elle plaisantait, affirmant que c'était complètement injuste car l'appartement avait été acheté pour leur vie de mariés. Jessica a simplement ri. Elle a fouillé dans sa mallette en cuir et a sorti un deuxième dossier rouge vif, le claquant de manière dramatique sur la table juste à côté des papiers de divorce. La page de couverture lisait en gras, plainte officielle, agression criminelle domestique. Entièrement estampillé par la police nationale. Épinglé juste derrière se trouvait le rapport d'hôpital comportant des photos couleur haute définition du visage contusionné de Chloé. Se penchant en arrière dans sa chaise en cuir moelleux, Jessica a informé Thibault que sa cliente avait déjà compilé un dossier de preuve à toute épreuve pour le procureur. Elle lui a rappelé que, devant plusieurs témoins, il avait intentionnellement frappé sa femme au visage le tout premier jour de leur mariage. Elle l'a averti que s'il refusait de signer les papiers de divorce et tentait de combattre cela devant un tribunal civil, il ne serait pas seulement frappé de dommages-intérêts financiers massifs. Il deviendrait immédiatement le principal suspect d'une enquête criminelle pour crime. Elle a tapoté le dossier rouge, promettant que la plainte pénale serait remise en main propre au service des ressources humaines de sa prestigieuse entreprise. Elle s'est penchée, le fixant, et lui a demandé s'il voulait vraiment faire traîner cela et en payer le prix fort. Thibault a fixé l'horrible rapport médical comme s'il regardait un fantôme. La photographie en couleur montrait clairement la joue gonflée et violet foncé de Chloé. À ce moment-là, son téléphone a vibré dans sa poche. C'était sa mère. Quand il a répondu, la voix de Brigitte semblait étouffée et complètement pathétique. Pas la moindre trace de son ancienne arrogance ne subsistait. Elle l'a supplié de simplement signer les papiers et d'en finir. Sa voix a craqué alors qu'elle avouait que la banque venait de l'appeler. Les agents immobiliers de Chloé avaient réussi à activer la clause d'annulation et le promoteur virerait les millions à Armand Dupont le lendemain. Brigitte a commencé à sangloter, expliquant qu'ils avaient contracté un deuxième prêt hypothécaire massif à taux d'intérêt élevé sur leur appartement de la Courneuve juste pour se permettre ce mariage extravagant à l'hôtel Le Bristol afin d'impressionner leurs proches. Sans la carte de crédit de Chloé payant les intérêts mensuels, la banque menaçait d'une saisie immédiate. Ils allaient être expulsés et l'appartement vendu aux enchères. Thibault était paralysé. Il avait complètement oublié. L'illusion financière fragile de toute sa vie était maintenue par un seul fil, la carte de crédit de Chloé, couvrant discrètement toutes les factures en coulisses. Brigitte a hurlé au téléphone, lui ordonnant de signer immédiatement, puis a raccroché en sanglotant fortement. Thibault a posé son téléphone sur la table, bougeant avec raideur comme une marionnette cassée. Il a levé les yeux vers le visage froid et victorieux de Jessica. D'une main violemment tremblante, il a pris le stylo. Sa main a plané au-dessus de la ligne de signature, tremblant de manière incontrôlable. Il avait vécu dans une illusion terrifiante. Il croyait en fait avoir trouvé une femme naïve et obéissante qu'il pourrait enfermer dans une cage de règles patriarcales et contrôler complètement pour le reste de sa vie. Mais la réalité brutale était qu'il n'était rien de plus qu'un roi pathétique de 24 heures vivant dans un château de verre entièrement construit aux frais de quelqu'un d'autre. Il a appuyé le stylo sur le papier et a signé. Sa signature est sortie tordue et pathétique, ressemblant à un verre écrasé. En un mois, toutes les formalités légales ont été finalisées. Le pantouse du Marais a été vendu. Thibault, portant 2 sacs de sport bon marché remplis de ses modestes affaires, a baissé la tête et est retourné définitivement dans l'appartement pourri et moisi de la Courneuve. Un automne froid et amer est arrivé. Lors de la réunion mensuelle de copropriété au sous-sol de leur ancien immeuble, les commères du quartier étaient rassemblés, bavardant bruyamment. Brigitte était assise isolée dans le coin le plus éloigné, fixant un gobelet en polystyrène du café noir le moins cher, la tête complètement baissée. La présidente de l'Assemblée, une femme excessivement curieuse, a interpellé Brigitte d'une voix si queningly douce. Elle a annoncé bruyamment qu'elle avait entendu dire que Thibault était rentré chez lui avant même que le gâteau de mariage ne soit digéré.
Toutes les conversations dans la pièce se sont instantanément tues. Toutes les oreilles se sont tendues. Brigitte a forcé un sourire douloureusement faux. Elle a agité la main de manière dismissive, affirmant que ce n'était pas grave et que les jeunes de nos jours se disputaient simplement à cause de leur personnalité et se séparaient. Elle a essayé de sauver la face, déclarant bruyamment que la fille qui essayait de se marier dans leur famille s'était avérée complètement incultivée et manquait de respect envers ses aînés. Elle a fièrement déclaré qu'une famille respectable comme la leur ne tolérerait pas cela, alors elle avait elle-même mis la mariée à la porte. Elle s'accrochait désespérément aux dernières bribes de sa dignité. Une coiffeuse assise à la table d'à côté a ricané bruyamment. Elle a annoncé que ses clientes lui avaient raconté une histoire très différente. La belle-fille de Brigitte avait engagé des avocats d'affaires impitoyables, avait récupéré chaque centime de l'argent de l'appartement et avait laissé Thibaut complètement fauché. Elle a souri, ajoutant que les filles intelligentes de nos jours ne laissaient personne les marcher dessus. Le visage de Brigitte est devenu violemment rouge. Elle n'a pas trouvé un seul mot pour se défendre, alors elle a simplement avalé nerveusement son café tiède et bon marché. Il avait un goût aussi amer que du poison. Désespérée d'échapper à l'humiliation, elle a fouillé dans son sac à main pour payer ses cotisations mensuelles de copropriété. Mais après avoir frénétiquement fouillé dans son portefeuille, la seule chose qu'elle a pu sortir était une carte de débit poussiéreuse et expirée liée à un compte avec un solde nul. Les femmes voisines ont échangé des sourires malveillants et moqueurs. Au même instant, la sonnette de la porte a retenti bruyamment au rez-de-chaussée d'un magasin discount Tati délabré à quelques pâtés de maison de là. Hélène, vêtue d'un uniforme d'employé en polyester laid et bon marché, se tenait penchée sur la caisse enregistreuse. De profondes cernes pendaient sous ses yeux, et ses cheveux, qui étaient auparavant coiffés dans des salons coûteux, étaient tirés en arrière dans une queue de cheval grasse et désordonnée. Un homme costaud en tenue de chantier sale a claqué une canette de bière bon marché sur le comptoir. Il lui a aboyé de la faire passer plus vite parce qu'il allait rater son bus. Hélène a tressailli, terrifiée, et a rapidement saisi le scanner de code-barre. Elle a murmuré le total dans un chuchotement à peine audible. L'homme a jeté un billet froissé sur le comptoir et a tambouriné impatiemment ses doigts épais contre l'écran en plastique. Il lui a hurlé d'arrêter de rêvasser et de lui rendre sa monnaie, marmonnant que les jeunes d'aujourd'hui n'avaient absolument aucune idée de comment travailler pour gagner leur vie. Hélène a mordu sa lèvre inférieure si fort qu'elle a failli saigner, luttant désespérément contre les larmes d'humiliation totale. Au cours des 3 derniers mois, elle avait entendu cette phrase exacte des centaines de fois. Après la disparition de la carte de crédit magique de sa belle-sœur, ses cours de préparation au concours coûteux avaient été instantanément annulés. Sa mère passait chaque jour à sangloter devant les lettres agressives de recouvrement de dettes de la banque. Son frère Thibaut s'endormait en buvant chaque soir dans sa chambre. Finalement, juste pour aider la famille à survivre et à éviter l'expulsion, elle avait été forcée d'abandonner ses cours et de prendre un emploi au salaire minimum dans ce magasin discount déprimant. Les mains tremblantes, elle a compté les pièces et a rendu la monnaie aux clients. Ce n'est que maintenant, debout derrière cette caisse enregistreuse collante et sale et expérimentant la réalité brutale du travail acharné, qu'elle a finalement saisi une vérité simple et impitoyable. Dans ce monde réel, absolument personne n'était obligé de préparer des petits déjeuners gourmands, chauds et gratuits pour une gamine paresseuse et capricieuse. Ce plateau d'argent magique n'existait tout simplement pas. 3 mois plus tard, à l'approche de l'hiver, à l'intérieur d'un domaine élite clôturé à Saint-Tropez, les dernières feuilles pourpres tombaient doucement sur la pelouse verte parfaitement entretenue. À l'intérieur de l'immense cuisine de chef, la hotte d'extraction robuste bourdonnait doucement. Des pancakes moelleux au beurre grésillaient magnifiquement dans une grande poêle en fonte. Armand Dupont, vêtu d'un doux cardigan en cachemire, retournait sans effort une crêpe dorée en l'air d'une main. Toute la maison sentait la chaleur, le confort et la bonne cuisine. Chloé est entrée par la porte arrière, portant plusieurs sacs de courses écologiques remplis de fruits bio de la grande épicerie de Paris. Elle était vêtue d'un pantalon de survêtement ultra confortable et d'une chemise à carreaux en coton ample. Ses cheveux étaient négligemment attachés à l'arrière. Sans détourner le regard de la cuisinière, Armand lui a dit de se laver les mains et de mettre la table, mentionnant que sa mère était sortie dans le jardin pour cueillir des herbes fraîches et demandant à Chloé de l'appeler. Chloé a souri et a dit « Bien sûr, papa ». Elle a pris les couverts et est entrée dans la salle à manger massive et ensoleillée. La table à manger était fabriquée en bois de noyer massif et pouvait facilement accueillir 10 personnes. Elle a posé négligemment 3 sets de table. Il n'y avait pas de place désignée en bout de table réservée aux patriarches.
Il n'y avait pas de hiérarchie toxique et étouffante et absolument aucune règle archaïque exigeant que tout le monde meure de faim jusqu'à ce que l'homme de la maison prenne sa fourchette en premier. Sa mère est entrée, tenant un bouquet de menthe fraîche et a placé une carafe chaude de vrai sirop d'érable du Vermont au centre de la table. Armand est sorti avec un immense plat rempli de pancakes dorés fumants, l'a posé et a immédiatement tiré une chaise pour s'asseoir. Père, mère et fille étaient assis avec désinvolture autour de la table. Personne n'a évoqué le cauchemar absolu qui s'était déroulé 3 mois plus tôt à la Courneuve. Personne n'a fait la morale à Chloé sur la nécessité de mieux juger les hommes ou d'être plus prudente. Ce déjeuner était exactement le même que tous les déjeuners qu'elle avait mangés au cours des 28 dernières années de sa vie. Juste un repas normal et aimant avec sa famille. Chloé a pris sa fourchette, a coupé un morceau de pancake moelleux, l'a trempé dans le sirop d'érable chaud et a pris une bouchée. Le seul son dans la pièce paisible était le doux et agréable tintement des couverts contre la porcelaine. En mâchant, elle s'est soudainement figée, regardant la surface lisse en noyer de la table. Pendant une fraction de seconde, un souvenir vif a traversé son esprit, cette table en bois bancal et pathétique qu'elle avait violemment brisée en morceaux dans ce salon sombre et misérable de la Courneuve. L'air dans cet appartement avait été épais et suffocant comme du béton qui sèche. Le silence de ces gens qui se disaient sa nouvelle famille était une pression lourde et violente conçue pour la forcer à s'agenouiller, à ramasser le verre brisé et à accepter son rôle d'esclave sans voix. Mais à présent, tout autour d'elle était un silence de guérison absolu et parfait. C'était le silence de la pure liberté. La liberté de ne plus avoir à constamment observer l'ambiance, à marcher sur des œufs ou à craindre une explosion de violence pour une assiette de nourriture. Il n'y avait pas de demandes arrogantes d'en haut, pas de manipulation mentale, et pas de manipulation. Chloé a avalé sa nourriture. Elle a délicatement posé sa fourchette et a pris son verre d'eau glacée. Le bout de ses doigts a glissé doucement sur la condensation du verre. Et à ce moment précis, elle a ressenti un sentiment oublié depuis longtemps de paix absolue et de confiance inébranlable envahir tout son corps, du sommet de sa tête à la plante de ses pieds. C'était la confiance inébranlable d'une femme qui se tenait complètement sur ses propres 2 pieds. Elle n'aurait plus jamais à demander la permission à des déchets juste pour manger son propre dîner.